Donc, alors, le stock et le stockage, c'est tout un programme. Juste une petite note pour me présenter moi-même. Donc, je suis Nassiba Benabdelachid. Je suis la CEO et la cofondatrice de Ames. Et surtout, j'ai un background d'ingénieur logistique. Et donc, le stockage, j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques de stockage, en particulier ce qui se passe dans l'entrepôt, donc pour les entreprises qui doivent stocker leurs produits dans un endroit et puis les redistribuer. Donc, comment optimiser vraiment tout de A à Z, depuis la production jusqu'à la réception chez le client. Comment optimiser, gagner plus d'argent, perdre moins de temps et satisfaire au mieux les clients. Donc, de manière très générale, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ok, donc c'est parti. N'hésitez pas à me couper si vous ne m'entendez pas bien, si vous ne voyez pas bien les slides, il n'y a aucun problème. Alors, très rapidement, l'agenda. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va déjà très rapidement voir pourquoi s'intéresser à la gestion de stock, pourquoi c'est important. Ensuite, je vais vous donner la clé à tous vos problèmes. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de ce talk avec toutes les réponses existentielles que vous vous posez dans la vie. Et ensuite, on va voir l'impact du stock, les challenges rencontrés par les TPME. Donc, vous allez voir, j'ai vraiment orienté la présentation au niveau de l'entrepreneur et des petites entreprises. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles je ne vais pas aller dans le détail parce que ce n'est pas forcément applicable quand on démarre ou quand on a quelques années d'entrepreneuriat. Donc, voilà, j'ai essayé d'adapter ce thème par rapport au public. Ensuite, on va voir les étapes de la gestion des stocks. Donc, quelles sont les grandes étapes que vous devez suivre pour bien gérer vos stocks? Et on va parler des stratégies de réapprovisionnement. On va voir que le réapprovisionnement, c'est très lié à la gestion des stocks. Et ensuite, je vais vous donner une série de conseils pratiques. Alors, pour les conseils pratiques, je ne sais pas si on aura le temps de les voir, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si on n'a pas le temps, je vous les enverrai. Et puis, donc, vous pourrez les voir à tête reposée. Très bien. Donc, 3 choses. En logistique, ça revient absolument tout le temps. Pourquoi gérer mon stock? Donc, le triptyque de base, les coûts, donc pour optimiser mes coûts, le temps, pour bien gérer mon temps, et pour offrir un service idéal pour mes clients. Donc, gérer mes coûts de manière à être rentable, de manière à gagner de l'argent. Le temps, optimiser mon temps et offrir un service pour que mes clients soient satisfaits. Donc ça, il faut toujours garder à l'esprit, quoi qu'on fasse, on essaye de trouver l'équilibre entre les 3. Voilà, ça c'est l'objectif de la gestion de stock de manière très, très globale. Maintenant, on va passer à la clé à tous vos problèmes. Donc, alors là, en clair, comme vous pouvez le voir sur la photo, la clé, que ce soit de vos problèmes personnels ou dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, la clé, c'est vraiment l'équilibre. Alors, c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est trouver l'équilibre entre les différentes choses, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, en gestion de stock, comme dans la vie, la clé, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les paramètres clés. Alors, ces paramètres changent au fil du temps. Comme un équilibriste qu'on voit ici, alors il doit maîtriser sa respiration, il doit maîtriser ses muscles, son regard, mais d'un moment à un autre, on peut avoir un coup de vent et là, il va devoir être extrêmement réactif, à l'écoute des perturbations. Donc, il est toujours fixé sur son objectif, il ne perd jamais des yeux l'objectif, comme ce qu'on vous conseille de faire dans l'entrepreneuriat, mais il est pleinement conscient de son environnement. À chaque pas qu'il fait, en fait, il mesure le risque. Il va regarder voilà, comment bien positionner son pied, comment avancer de manière à ce que voilà, les risques qu'il a pu voir vont être réduits. Donc, à chaque fois, il mesure le risque et il se pose la question, voilà, qu'est-ce que je dois faire en cas de perturbation? Donc, il est toujours dans l'anticipation. Et donc, en gestion de stock, on a les mêmes principes. Les risques, bien sûr, sont proportionnels à l'activité.
bien sûr, on va pas parler des mêmes risques quand on gère des vaccins ou quand on gère des sacs à main de luxe, même si c'est très important pour certaines personnes, mais on va mesurer le risque de manière plus poussée, on va peut-être investir plus. De même pour les entrepreneurs qui investissent gros, parfois quand on achète énormément de stock, ben on prend un beaucoup plus gros risque. Et donc là, il va falloir être d'autant plus à l'écoute des risques et d'autant plus voir loin, c'est-à-dire prévoir les potentielles perturbations qu'on peut avoir sur le chemin. Donc, si je prends l'exemple de une entreprise donc, qui doit trouver l'équilibre entre, alors je vais passer sur l'autre slide, voilà, donc une entreprise, en fait, au niveau de sa gestion de stock, elle va devoir trouver l'équilibre entre avoir assez de stock pour servir sa demande sans rupture de stock. Donc, rupture de stock, j'espère que c'est clair pour tout le monde, hein, c'est tout simplement quand on n'a plus assez de stock pour satisfaire la demande. Donc, d'un côté, on a cette problématique, je dois avoir assez de stock pour servir la demande sans rupture ni retard. D'accord? Donc, ça ne doit pas prendre trop de temps, le client ne doit pas être insatisfait. Il n'y a rien de plus embêtant quand on va acheter un produit, que ce soit dans l'électroménager, dans les vêtements, dans l'alimentation, et qu'on arrive au magasin, il n'y a plus de lait, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de papier toilette, ce que vous voulez. Donc, il n'y a rien de plus frustrant pour un client qu'une rupture de stock. Donc ça, il faut avoir assez de stock. Ça, c'est le sous-stockage. Ce qu'on appelle sous-stockage, c'est-à-dire que c'est des risques de rupture de stock. Et d'un autre côté, on doit s'assurer qu'on achète la bonne quantité aux fournisseurs, ni trop peu, ni trop, pour garantir d'acheter au meilleur prix. Parce qu'on sait très bien que donc, au niveau des fournisseurs, plus on va acheter, plus on va peut-être avoir des chances de rabais, etc. Donc, étant la majorité des petites entreprises, vous n'avez peut-être pas la visibilité sur vos ventes futures. Donc, vous savez, vous démarrez. Donc, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de faire des prévisions très exactes sur le comportement de vos consommateurs et donc comment ils vont acheter, combien ils vont acheter, quand est-ce qu'ils vont acheter. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein. Même les grandes entreprises multinationales anciennes de décennies, de plusieurs décennies, ont ce problème-là. Alors, pour vous donner un exemple, Marks & Spencer, qui est une chaîne de grande distribution, qui était avant dans le monde entier, maintenant qui est localisée en Angleterre, donc dans laquelle j'ai travaillé pendant quelques années, pour sa partie vêtements. Donc, il y avait une partie vêtements, décoration pour la maison. Et ben, ils étaient proies, en fait, à la moindre variation du climat. Alors, on n'y pense pas forcément, mais la simple information de la météo, si elle n'est pas correcte, ça va avoir un impact sur mes ventes et sur mon stock, en fait. Donc, il y avait des jours où on avait une pluie inattendue, donc qui faisait grimper les ventes, parce que les gens, donc il pleut, on va dans les magasins, on achète, et du coup, on consomme tout le stock et on a des ruptures de stock. Et de l'autre côté, on avait des gens, des fois, on avait des super beaux jours de beau temps qui étaient inattendus. Et ça a engendré en fait une baisse des ventes et donc une chute des ventes et donc un surstockage inattendu. Pour vous dire que même les entreprises les plus avancées au niveau logistique ont des problématiques de prévision. Donc, vous voyez, le stock, c'est très lié à la vente, c'est directement lié à la vente et à l'achat et aux prévisions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une infinité de facteurs qui influencent les comportements d'achat et qui peuvent influer sur la validité des prévisions. Donc, les prévisions, c'est ce qu'on prévoit de vendre
Et alors, ça peut être influencé par exemple, le climat politique. Donc, il y a une crise économique, une crise politique. Le climat, comme j'en ai parlé, la concurrence, c'est de l'autre côté, la concurrence, ou alors même des événements culturels, c'est-à-dire qu'on peut avoir un film qui est sorti sur Netflix, je dis n'importe quoi, par exemple récemment Lupin qui a fait un gros boom, les chapeaux d'Arsène Lupin commencent à être super à la mode et ça fait un boom. Donc là, on est en rupture de stock, etc. Mais ça peut être prévu. Donc, si on sait qu'on essaye de voir aussi, c'est pour ça qu'il faut être très alerte. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi cette métaphore de l'équilibriste avec le vent qui arrive, parce qu'il faut être toujours alerte de ce qui se passe. On regarde quelles sont les tendances. Dans les grandes entreprises, par exemple Marks & Spencer, on regarde les grandes tendances des années à l'avance. On sait que l'année prochaine, par exemple, ce sera le bio, le bien-être, toutes ces choses-là qui vont être à la mode. Donc, on va adapter tous ses produits, tout son marketing. Et donc, toute la logistique va suivre. Très bien. Jusque-là, vous me suivez. N'hésitez pas à commenter. Hein. Je prends votre silence pour un oui. Yes, ok. Merci, Mariam. Ok. L'impact du stock maintenant. Alors, pourquoi c'est important le stock? Premièrement, pour la rentabilité. C'est peut-être une des choses les plus importantes pour vous. Il faut faire de l'argent. Il faut que votre entreprise soit rentable. C'est très bien d'aimer ce qu'on fait. C'est très bien de faire ça avec passion. Mais l'objectif, c'est que ça vous fasse vivre et que ça fasse même plus que vous faire vivre, ça fasse vivre d'autres personnes, etc. Donc, vous devez être rentable. Pourquoi le stock impacte sur la rentabilité? Eh bien, premièrement, pour les volumes d'achat. Les quantités d'achat chez un fournisseur vont avoir un impact direct sur mon coût de produit. Donc, si j'achète un produit 5 € et que je le vends 20 €, et que par contre, si j'en achète 100, mon prix descend à 2 €, bah, j'ai 3 € de marge qui viennent s'ajouter. Et ça, c'est de la marge directe. Donc, c'est-à-dire que si on travaille sur les volumes d'achat, on va directement travailler sur notre rentabilité. On va peut-être aussi décider de diminuer les coûts et donc du coup d'augmenter les ventes parce que les clients vont vouloir acheter plus étant donné que ça coûte moins cher, etc. Donc ça, c'est les volumes d'achat. Ensuite, on a les quantités d'invendus. On achète, alors on se dit, voilà, on est parfois optimiste. On achète des grandes quantités parce que ça coûte moins cher, par exemple. Mais voilà, c'est invendu. Et malheureusement, alors suivant comment on va gérer les invendus, ça, c'est des pertes. Et donc, ça impacte directement la rentabilité. Donc, soit ce sont des invendus, alors dans le cas de produits périssables, par exemple, c'est des produits perdus. Ça va nous coûter encore plus cher que de les donner gratuitement parce qu'on va devoir les recycler, les jeter, peut-être les retransformer, ça va nous coûter de l'argent. Sauf pour une entreprise, bien sûr, hein, qui est super green et qui recycle tous ses produits. Mais généralement, voilà, tout ce qui est invendu et qui est obsolète, justement, ça me mène sur le prochain point, c'est de grosses pertes. Et c'est souvent sous-estimé. Donc, on sous-estime très, très souvent le stock obsolète. Le stock obsolète, c'est un stock qui ne peut plus être vendu. En tout cas, qui ne peut plus être vendu à la cible qu'on ciblait au départ. Donc, ce qui se passe dans certaines enseignes, c'est qu'une fois qu'un stock, par exemple, a dépassé la saison, je suis dans la saison automne-hiver, j'ai dépassé la saison, je n'ai pas vendu ces produits-là. Alors, certains vont passer en solde. Et ensuite, une fois que j'ai les soldes, même ça n'a pas été vendu pendant les soldes, eh bien, je vais les donner alors soit à des magasins, des outlets, donc des ventes à moindre coût, ou alors je vais les donner à des organisations
à but non lucratif, etc. Mais ce sont des pertes. Donc, ça a un impact direct sur la rentabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites votre business plan, votre business model, vous prenez certains paramètres en compte. Donc, vous allez dire, voilà, moi, j'achète ce produit à un prix à 5 € ou à 5 dirhams, ce que vous voulez, 5 francs CFA, un peu moins cher, mais bon. Et puis, je vais le revendre à un autre prix. Vous avez calculé votre marge par rapport à votre coût de revient, combien ça vous coûte d'acheter votre marchandise, de l'envoyer, etc., etc. Et quand vous le revendez moins cher, c'est de la marge que vous ne faites plus. Ou quand vous ne le vendez pas, c'est de la marge que vous ne faites plus. Donc, tout ça, c'est encore une fois de l'impact sur la rentabilité. Ce qu'on remarque en fait sur le stock obsolète, c'est quand on veut optimiser par exemple un entrepôt d'une entreprise, donc un entrepôt, un dépôt, ce que vous avez, ce qu'on va regarder, la première chose qu'on regarde, c'est le stock obsolète. Quels sont les produits qui ne bougent absolument pas du tout? Et là, c'est là qu'on trouve vraiment les insectes. Moi, j'ai trouvé même dans la cosmétique de luxe des insectes dans des produits de maquillage, etc., etc., parce qu'il n'y avait pas un bon suivi du stock, il n'y avait pas une bonne gestion de stock, il n'y avait pas un suivi de toutes les obsolescences. Pardon. Ensuite, l'image de l'entreprise. Ça, c'est un point extrêmement important, comme on l'a dit, surtout pour la rupture de stock. Donc là, j'ai un peu résumé, mais clairement, quand je vais dans un magasin et qu'il n'y a plus de stock, je suis déçue, donc ça a un impact sur l'image. Une entreprise qui a l'habitude d'avoir des ruptures de stock, clairement, elle va perdre des clients. Ce sont des clients qui ne reviendront pas en fait, sur cette enseigne. Ensuite, l'organisation. Alors là, il faut que vous vous imaginiez un petit peu dans votre maison, que ce soit dans votre chambre, dans votre cuisine. Est-ce qu'on vous ferait confiance si on rentrait dans votre cuisine? Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que c'est propre? Est-ce que vous vous y retrouvez? Parce que vous voyez très bien quand vos affaires sont mal rangées, vous perdez beaucoup plus de temps à retrouver et donc à vous préparer, etc. C'est exactement la même chose dans une entreprise. On doit être bien organisé pour gagner du temps, pour avoir de la visibilité, voilà, être clair sur ce que je fais. On avait parlé dans d'autres sessions du lean management. Vous pourrez trouver une infographie sur la plateforme qui explique les gaspillages. Donc, ça va être des gaspillages de l'espace, des gaspillages de temps, parce que je dois rechercher à chaque fois mon t-shirt noir parce que je ne le retrouve pas. Je dois à chaque fois refaire le même processus parce que voilà, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis tel produit. Pour préparer ma commande, ça me met énormément de temps parce que je ne sais plus où est ma référence, etc., etc. Donc, c'est très important de bien gérer son stock pour avoir une bonne organisation. Et puis, c'est aussi l'image de marque de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise qui fait toujours ces choses à l'heure, qui envoie les bons produits au bon moment, ça montre que vous êtes une entreprise organisée et structurée et que vous êtes digne de confiance. Très bien. Alors, on va passer un petit peu du côté des challenges pour les petites entreprises. Premièrement, la trésorerie. Alors, quand vous achetez des produits, vous les stockez. Qu'est-ce que c'est le stock? C'est l'immobilisation de la trésorerie. C'est de l'argent que vous avez dépensé et du stock qui s'assoit dans un endroit. Et si ce stock ne bouge pas, c'est de l'argent qui ne bouge pas. Si ce stock, directement quand il se pose, il est revendu, là, c'est de l'argent qui tourne. Mais du stock qui reste à un endroit, ça a un impact direct sur la trésorerie. Et on sait très bien
que la trésorerie, c'est peut-être le problème numéro 1 des petites entreprises. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Ensuite, la visibilité, comme je le disais, hein, le bazar, je ne me souviens plus d'où je l'ai mis, je ne me souviens plus de ce que j'ai, est-ce que j'ai envoyé la bonne référence, je n'ai pas bien organisé mes références. Si je ne suis pas là, quelqu'un doit prendre ma place pour faire mes préparations de commandes. Et alors là, si c'est le bazar, ce sera la catastrophe. Je ne vous fais pas de dessin, mais ce sera des opportunités en fait, de vente manquées et du gaspillage de stock. Et ça va aussi engendrer des retours clients et donc des coûts en plus. Comme vous êtes des entreprises qui démarrent, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'historique. L'historique, hein, c'est qu'est-ce qu'on a vendu dans le passé, quand, comment, quoi, etc. Vous n'avez peut-être pas de maîtrise de vos ventes si vous abordez justement un nouveau marché. Donc, quand vous abordez un nouveau marché, même si vous avez fait votre étude de marché, vous avez regardé comment les clients se comportent, ça reste quand même un mystère. Quand on passe à la vente, est-ce que ça va mordre ou pas? Ça dépend de tellement de paramètres, hein, marketing, surtout marketing, même comportement, tout le climat aussi dont on a parlé. Et donc, c'est très difficile d'avoir de la visibilité sur les ventes. Enfin, la versatilité, ce que j'appelle la versatilité, c'est quand on démarre, en fait, on change souvent, on ajoute des produits, on en enlève, on essaie de s'adapter au plus vite à la demande, c'est-à-dire qu'on est très à l'écoute normalement au début quand on démarre une entreprise, on essaye de voir voilà, qu'est-ce que les clients aiment. On a eu des retours sur ce produit-là, il faut le changer. Donc, on est tout le temps dans le changement, on ajoute des nouvelles références. Et donc, ça nous rend vulnérables parce qu'on diminue nos chances d'avoir une visibilité sur nos activités futures et donc sur notre besoin de stock. Donc ça, c'est les challenges qui sont rencontrés par les entrepreneurs. Maintenant, quels sont les avantages d'une bonne gestion de stock? Alors, 3 choses. Premièrement, la réactivité pour servir les clients. Dès que j'ai ma commande reçue, si j'ai bien organisé mon stock, je peux envoyer le produit directement. Le client est satisfait, il reçoit son bon produit au bon moment, dans la qualité dont il s'attend. Il est satisfait. Vous voyez toujours mon écran là? J'ai un... Oui, ok, super. Merci. Et ensuite, alors donc, le deuxième point, c'est donc pas de rupture de stock, ou du moins minimiser les ruptures de stock. Et enfin, les économies d'échelle. Comme on l'a dit, si on arrive à avoir de la visibilité, à bien gérer son stock, on va aussi bien gérer son fournisseur, parce que le fournisseur, il est comme vous, en fait. Mince. Est-ce que je suis toujours en ligne? Oui. Ah, bon. Merci, parce qu'en fait, j'ai eu un message comme quoi j'ai été déconnectée. Donc, ok, parfait. Merci. Pardon. Donc, oui, quand je disais donc, les fournisseurs, donc le fournisseur, il est comme vous, en fait. Le fournisseur, plus vous allez lui donner de la visibilité sur vos besoins, lui, il va pouvoir se préparer à l'avance. Oui, alors je vais préciser en fait l'économie d'échelle. Donc, l'économie d'échelle, en fait, ça veut dire que si je peux donner l'image la plus simple à comprendre, c'est je vais avoir un fournisseur qui me vend 100 produits à 5 €. Et par contre, si j'achète un seul produit, il va me le vendre à 8 €. Donc, en fait, il va faire des économies d'échelle. Alors, comment ça se fait le mécanisme derrière? C'est-à-dire que lui, produire 100 pièces d'une seule référence, ça va lui coûter beaucoup moins cher que de produire 100 pièces de 100 références différentes. Parce qu'à chaque fois, il va devoir changer sur ses lignes de production, il va devoir à chaque fois faire des changements, ça va lui prendre beaucoup plus de temps et ça va lui coûter beaucoup plus cher.
C'est pour ça qu'on appelle des économies d'échelle. Et c'est pareil, après, j'aime bien le message de Mariam qui dit c'est comme avoir des jumeaux. Voilà, on achète tout en une seule fois, on fait des économies d'échelle. Une poussette pour jumeaux, ça coûte moins cher que 2 poussettes, peut-être, je ne sais pas, mais j'imagine. Donc voilà, c'est un peu l'idée des économies d'échelle, c'est-à-dire que plus on va acheter en gros, ou alors plus on va utiliser un service aussi, c'est l'intérêt aussi de Ames, c'est-à-dire que si vous vous mettez tous ensemble et que vous gérez votre logistique tous ensemble, bah, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous prenez la tête à gérer votre logistique chacun de votre côté. Vous gérez votre transport, vous gérez votre production, etc. Si vous êtes intéressé, j'avais fait une autre conférence sur la coopétition, l'intérêt de travailler en fait avec des concurrents. Parce que les grandes entreprises l'ont compris ça. Les Toyota, les Renault, etc. Ils produisent ensemble pour faire des économies d'échelle. Et donc, nous, à notre échelle, un bon exemple, c'est-à-dire que si j'achète en gros chez mon fournisseur, ça me coûtera moins cher qu'à chaque fois d'acheter des petits volumes. Donc ça, c'est un point qui est très important. L'impact de l'économie d'échelle, c'est bien sûr que si j'achète en gros, ça veut dire que je vais avoir un gros stock et donc il va falloir que je l'écoule. Il va falloir que je sois sûre de l'écouler. Il va falloir que je sois sûre que j'ai une bonne prévision, une bonne visibilité de ma consommation de ce stock. Voilà. On pourra en revenir si vous avez d'autres questions sur les économies d'échelle, mais c'est un point extrêmement important. Alors, pour expliquer très rapidement ce que c'est un stock, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les biens intervenant dans le cycle d'exploitation d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être des produits, où on va voir quel type de produits, qui vont être utilisés pendant votre cycle d'exploitation de l'entreprise. Très, très général. Premièrement, ce bien peut être consommé. Donc là, on a les matières premières, les emballages, les fournitures. Matières premières, c'est les matières premières, ça peut être un produit que vous utilisez pour produire votre produit fini. Je dis n'importe quoi, de la farine pour faire des gâteaux, du coton pour faire des t-shirts, etc. Donc, des matières premières. Ensuite, l'emballage. Alors là, l'emballage, ça va du carton, de la palette, du scotch, tout ce qui est lié à l'emballage. C'est aussi un stock à gérer. Les fournitures, les stylos, les papiers, tout ça. Et donc, tout ce que je vous dis, c'est du stock. Ça veut dire que ça va devoir être géré, bien géré, idéalement. Ça peut être consommé, ça peut être vendu à l'issue du processus de production. Donc, si vous produisez vos produits, vous allez peut-être acheter des produits semi-finis et rajouter un processus de production qui va faire un produit fini. Donc ça, c'est les produits semi-finis, ça devient des produits finis. Par exemple, parmi nos entrepreneurs, on a des entrepreneurs qui reçoivent des produits cosmétiques naturels dans un certain conditionnement et ensuite, ils vont le reconditionner dans une belle boîte, etc., etc. Ça, on peut considérer que ce sont des produits semi-finis ou des produits finis reconditionnés. Ça dépend un peu de la transformation. S'il y a vraiment une transformation dans le produit, on dit que c'est un produit fini. Voilà. Donc ça, c'est les produits semi-finis. Et enfin, être vendus en l'état, les produits finis ou les marchandises. Quand on dit marchandises, c'est des produits qui sont vendus à profit sans transformation. Donc, il y en a plusieurs personnes d'ailleurs qui achètent et revendent sans transformation. Ça aussi, ça va être un stock à gérer. Très bien. Donc, ça, c'est le stock. Vous voyez que c'est très large et que tout ça, on va devoir le gérer. OK. Alors,
Quel est le rapport entre le stock et l'approvisionnement? C'est un rapport direct. C'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre. Bien s'approvisionner, c'est savoir quelle quantité et à quel moment je dois acheter. Je dois m'approvisionner chez mon fournisseur. Encore une fois, si je produis, par exemple, je produis des t-shirts, pour prendre l'exemple d'une des entrepreneuses, je vais acheter peut-être mon tissu, je vais le coudre, donc je vais le transformer et ensuite je vais le vendre à mon client final. D'accord ? Donc, je dois savoir quelle quantité de tissu acheter et à quel moment pour répondre à ma demande. Donc là, c'est de la synchronisation. Alors, les étapes pour bien gérer ces stocks, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que le temps tourne. Alors, 3 étapes. Hein. Ça, c'est un peu la méthode Nassiba. Et j'ai vraiment essayé de simplifier, enfin de résumer la chose en 3 étapes. Cruciales. Première chose, la collecte des données. Vous avez dû entendre ça plein de fois. Collecter les données, c'est peut-être la chose la plus importante et la chose qui est oubliée le plus de fois, surtout quand on démarre. Parce qu'on fait des petits volumes, on se dit oui, c'est bon, c'est dans la tête, je n'ai pas besoin de formaliser plus que ça. Eh bien, si vous avez besoin, vous devez identifier vos références, quels produits, donner des noms à vos produits. Donc ça, c'est très important. J'ai fait un podcast sur les SKU, sur les références produits que vous pouvez voir sur la Ames Family pour justement expliquer comment on peut donner des noms aux références pour être super bien organisé et tenir sur le long terme. Parce que tout ce que je vous dis, ça vous permettra aussi plus tard, quand vous allez augmenter vos volumes, quand vous allez grandir, et ben, ça va vous permettre d'être stable et plus fort. Parce que vous allez être en avance par rapport à d'autres entreprises qui, elles, vont devoir se structurer après 2 ans d'existence. C'est très difficile. Je l'ai fait pour plusieurs entreprises. Croyez-moi, c'est très difficile. Écrire toutes les références une par une, redéfinir tout, c'est vraiment un casse-tête. Donc, si vous pouvez le faire le plus tôt possible, c'est l'idéal. Enregistrer chaque mouvement de stock, toutes les entrées, les sorties, il faut les noter. L'heure, vraiment détailler tous vos mouvements. Ce qu'on appelle un mouvement, c'est une entrée ou une sortie de stock. Donc, quand je reçois de mon fournisseur, je reçois dans mon dépôt ou chez moi un produit, ça s'appelle une entrée de stock. Quand je la vends, alors soit quand je la vends ou quand je jette un produit, c'est une sortie. Quand un client me retourne un produit, c'est une entrée différente, mais c'est une entrée qui doit être enregistrée aussi. Vos retours aussi doivent être enregistrés. Pour ceux qui n'ont pas du tout d'informations sur ce qui s'est passé quand vous démarrez, parce qu'il faut démarrer à un moment, eh ben vous allez essayer de faire des prévisions, de savoir combien vous allez vendre, d'accord, pour pouvoir ensuite passer à la deuxième étape, qui est l'étape d'analyse. Alors, l'analyse, j'analyse mon stock, j'analyse le comportement de mes références. Comment se comporte chaque référence? On ne peut pas analyser un stock de manière globale, en fait. Alors, si on vend des tomates, même si on vend des tomates, j'ai envie de dire, on va regarder chaque type de tomate. D'accord, alors, je ne connais pas les noms, mais je sais qu'il y a différents types suivant la couleur, suivant le gabarit, suivant la forme, etc. On va regarder le comportement de chaque référence et on va pour adapter notre stratégie de réapprovisionnement à chaque référence. Donc, avant de passer à la stratégie de réapprovisionnement, il faut catégoriser chaque référence. On conseille la méthode ABC. Donc, je vais faire un petit zoom sur la méthode ABC. Alors, il y a beaucoup de textes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 classes, A, B, C.
dans la majorité des entreprises, les produits de classe A sont les produits les plus importants. Généralement, ils représentent 10 à 20% des références. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vends 100 références, vous regarderez dans le podcast, mais sans référence, ça veut dire une chaussure, par exemple une paire de chaussures de taille X, de couleur, etc. Il faut donner tous les attributs à nos produits. C'est pour ça que c'est important de vraiment déterminer, catégoriser les produits. Quelles sont mes références qui génèrent 70 à 80% des ventes? On va voir exactement, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle la vente. Alors, la vente, c'est la consommation. Alors, ici, on dit consommation annuelle. Suivant ce que vous voulez faire, ça va être votre consommation. Ça va être la demande annuelle. Combien vous avez vendu de ce produit multiplié par le coût unitaire. Combien ça vous a coûté? Donc, j'ai vendu 10 paires de chaussures de cette référence. Chaque paire de chaussures coûtait 5 €. Ma consommation est de 50 €, tout simplement. Parfois, le coût unitaire peut être remplacé par la marge. Si vous voulez vous focaliser sur la marge pour savoir quels sont les produits qui apportent le plus de marge. Vous voulez savoir, voilà, parce que vous avez peut-être des produits, je dis n'importe quoi, des chouchous pour les cheveux qui font beaucoup de ventes, mais par contre qui ont une marge infime de 1 €. Alors qu'à côté, vous avez des produits qui sont à marge beaucoup plus élevée. Donc, ça, c'est un peu le choix que vous faites. Est-ce que je regarde le coût unitaire ou alors est-ce que je veux regarder la marge? Ce qui est important, c'est que voilà, ma vente, je donne cet aspect, pas que de nombre de produits vendus, pas que de volume, mais combien ça coûte, combien ça me rapporte en fait. Donc, soit je regarde le coût unitaire, soit je regarde la marge. Donc, quand je dis 70 à 80% des ventes, ça va être peut-être 70 à 80% de mon chiffre d'affaires va être uniquement dû à cette catégorie A. Donc, vous imaginez qu'il va falloir faire très attention aux produits de catégorie A. Les produits de catégorie B sont des produits intermédiaires, donc ils représentent 30% des références. Donc, si j'ai 100 références, j'ai 30 références qui me rapportent 15% de mes ventes. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est quand même des références qui sont importantes. Par contre, les produits C, là, c'est les produits vraiment les moins importants. Et c'est 50% des références. Ça veut dire que généralement, la moitié de vos produits que vous vendez vous rapportent peanuts. 5% des ventes. Alors, parfois, vous les vendez parce qu'elles vous apportent d'autres opportunités de vente. Vous allez vendre un rasoir avec la mousse à raser. Un rasoir peut-être à 1 €. Par contre, la mousse à raser à 10 €. Mais vous savez que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, vous allez continuer à vendre vos rasoirs. Mais par contre, si vous analysez, et c'est là que l'analyse est importante, si vous analysez que non, en fait, mon produit que je vends, qui ne se vend pas bien, pourquoi pas l'enlever? Donc ça, il faut faire vraiment une très, très, très forte analyse là-dessus. Il ne faut pas hésiter à enlever des produits qui ne se vendent pas bien, surtout quand ça représente énormément de références, parce que ça vous génère beaucoup de travail en plus, en fait. C'est ça ce qu'il faut se rappeler, c'est que toutes les entrées-sorties que vous faites, tout ça, c'est du travail. Donc, à chaque fois, si vous devez le faire sur plusieurs références, parce que c'est du marketing aussi, si vous faites du e-commerce, vous devez mettre tous vos produits, bien les présenter, etc., communiquer là-dessus. Donc, si vous vous concentrez sur les produits qui marchent bien, vous allez gagner. Donc, ça, c'est la catégorisation des produits. C'est un petit exemple, la méthode ABC. Hein, voilà, ça, c'est dans le e-commerce, hein, tout ça pour vous montrer que voilà, les produits A, ça représente, ça monte très rapidement. Vous voyez, on a très peu de références. Bon, alors, eux, ils en ont pas mal. Hein. Ils en ont à peu près 2000 références, mais qui fait 70% du chiffre d'affaires. Par contre, là, les produits de catégorie C, là, ils en ont
à peu près 7000, non, 10 000 références qui ne représentent que 10%. Et par expérience, c'est une règle qui revient à peu près tout le temps dans les entreprises. Donc, il n'y a pas de grosse surprise. À chaque fois qu'on fait cette analyse, on se rend compte qu'il y a toujours cette règle des 20-80 que vous connaissez. Très bien. Bon, alors, je vais passer très rapidement là-dessus, hein, si vous avez des questions sur le niveau de stock. On va passer directement vers la stratégie de réapprovisionnement. Maintenant que vous avez compris l'importance du stock, vous avez compris qu'il fallait analyser vos entrées, vos sorties, vos ventes. Comment vous allez prendre les décisions pour réapprovisionner? Comment je fais mes décisions de quand et combien je commande chez mon fournisseur? Alors là, on a différentes stratégies de réapprovisionnement. Je vais essayer de passer encore une fois un peu rapidement. Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, les slides, il n'y a aucun problème. Alors, on a les stratégies la première qui est la plus connue, qu'on appelle aussi réapprovisionnement, la méthode de Wilson, qui en fait, donc, vous définissez avec votre fournisseur, voilà, à telle date, je vais vous commander 100 pièces. Tous les mois, ce sera pareil. Je vais vous commander une quantité fixe à une date fixe. Ça, clairement, suivant votre activité, ce ne sera pas possible pour le moment parce que ça demande d'avoir une visibilité, c'est ça le petit soleil, une visibilité forte surtout une visibilité, une prévisibilité claire sur vos ventes. Qu'est-ce que je veux? Je sais que tous les mois, j'en vends 100, donc je sais que tous les mois, je vais en commander 100, tout simplement. La deuxième méthode, c'est le point de commande. Donc là, je fixe une quantité, mais par contre, je fais varier la date. Donc, en fait, je vais fixer en fait un stock de sécurité, ce qu'on appelle un stock de sécurité. Ça veut dire qu'en dessous, je n'accepte pas de descendre en dessous de ce stock. Donc, par exemple, ça peut être 2 pièces de t-shirt. Je n'accepte pas de descendre en dessous de 2 pièces. Dès que je m'approche, je vois que je suis mon stock à chaque fois, et je sens que je m'approche des 2, je vais commander. Et donc, c'est pour ça que la date varie, parce qu'à chaque fois, j'attends que la date, que le stock se rapproche de mon stock de sécurité, et là, je vais commander. Mais alors, attention, c'est pour ça que j'ai mis un petit attention au délai de livraison. En combien de temps va vous livrer votre fournisseur? Ça, vous devez le savoir. Parce que si votre fournisseur met 2 semaines pour vous réapprovisionner, vous envoyez vos produits, et qu'il ne vous reste, et vous êtes déjà dans le stock de sécurité, c'est déjà trop tard. Ça veut dire que peut-être que vous allez consommer, vendre ces 2 produits qui vous restent en stock de sécurité, et donc vous allez être en rupture de stock. Donc là, quand on calcule le point de commande, on le calcule en fonction du délai de livraison. Très bien, j'espère que c'est clair. Ensuite, le réapprovisionnement, donc, qui est la méthode de recomplètement. Cette fois, on fixe la date, mais là, la quantité est variable. Donc, c'est un peu le même processus que ce qu'on avait dit avant. Je vais fixer ma date, et à chaque fois qu'on arrive à une date, je vais calculer quel va être mon besoin sur la prochaine période. Donc, imaginons que j'ai fixé ma date à tous les mois. Donc, tout le 10 du mois, je vais commander chez mon fournisseur. Donc, il va savoir que tous les 10 du mois, je vais l'appeler, je vais lui dire, voilà, je veux tant. Mais à chaque fois, la quantité va changer. C'est-à-dire qu'une fois, je vais lui dire, bah, j'ai besoin de 10, parce que j'en ai vendu 10. Une autre fois, je vais dire, bah, en fait, j'en ai besoin que de 2. Donc, la quantité varie. Donc, d'un côté, le fournisseur sait que tous les 10 du mois, je vais l'appeler, mais il ne sait pas combien je vais lui demander. Donc, ça aussi, ça va être des discussions à avoir aussi avec les fournisseurs pour que lui aussi puisse
se préparer à votre mode de réapprovisionnement. Très bien. Et enfin, la dernière méthode, je vais essayer de me mettre en plus petite. La dernière méthode, c'est la commande en fonction de la demande. Donc là, c'est potentiellement ce que vous utilisez le plus souvent. On commande à quantité variable, à date variable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on appelle aussi ça le juste à temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un besoin, je commande. Donc, cette méthode, c'est bien parce que ça réduit le risque de surstockage et l'impact sur la trésorerie. Mais par contre, il faut absolument s'assurer que vous maîtrisez les délais de livraison et la capacité de production de votre fournisseur. Parce que votre fournisseur, peut-être qu'un jour, il va vous dire « Non, là, je n'ai pas prévu de produire cette référence, donc il va falloir attendre 1 mois. » Et là, ça vous pose un problème parce que vous avez déjà reçu votre demande de votre client. Donc là, c'est très important vraiment de coordonner avec le fournisseur, savoir ça fait partie des conseils pratiques que je vous donne à la fin, vraiment coordonner avec votre fournisseur. Et je viens de voir l'heure, j'ai entièrement dépassé, je suis désolée. La dernière stratégie, c'est le dropshipping. Je ne vous fais pas un dessin, mais c'est vrai qu'en e-commerce, on utilise aussi le dropshipping pour ne pas avoir à gérer le stock. C'est très pratique, mais par contre, ce ne sont pas tous les fournisseurs qui vont accepter de fonctionner comme ça. Voilà, donc j'ai fini, je vais m'arrêter ici. J'ai plusieurs conseils pratiques que je pourrais vous envoyer, mais je vais prendre vos questions tout de suite. Discussion. Alors, dites-moi, avez-vous des questions? Quelqu'un veut prendre la parole? N'hésitez pas. Moi, je veux bien. Oui, vas-y, je t'en prie. J'avoue que je n'ai jamais fait de référencement de produits. J'aimerais avoir un exemple pratique. Comment on peut référencer un produit? Oui, c'est qui, pardon, je n'ai pas le nom. C'est Frikia. Ah, Africa, très bien. Comment référencer un produit, c'est ça? D'accord. Comment définir la référence, en fait? Oui. Alors, je vais voir si est-ce que j'ai mis ça dans les conseils. Ouais, bon. Non, j'ai juste mis qu'il fallait écouter le podcast. Donc, alors, très rapidement sur les références. Frikia, toi, tu es dans la cosmétique, c'est bien ça? Donc, premièrement, on va définir. Alors, ce qui est important, c'est que vous attribuiez à chaque produit comme un nom, un titre qui soit unique à chaque produit, mais qui soit un nom qui soit en interne. Parce que peut-être que vous achetez chez un fournisseur et que ce produit s'appelle XYZ avec un super long nom. On ne vous conseille pas d'utiliser les noms de vos fournisseurs, de ce que vous recevez en fait. Créez votre base. Alors, j'ai créé un petit outil, si ça vous est utile, vous pourrez me demander, il n'y a aucun souci, je peux vous l'envoyer. J'ai créé un petit outil qui permet de générer des références en fonction des différentes parties, en fait, des différents critères. Donc, le type de produit, peut-être des fois, vous devrez inclure la provenance du produit, la taille, par exemple, si c'est du 100 millilitres, du 10 millilitres, etc. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu vends de l'huile de coco, bah, tu vas peut-être avoir 10 références différentes parce que une huile de coco fera 100 millilitres avec un emballage en noix de coco, un autre, un emballage en plastique de 100 millilitres, un autre, un emballage en verre de 100 millilitres et l'équivalent en 50 millilitres, etc., etc. Donc, il y a plein de critères comme ça. Il faut regarder en fait quels sont tes produits
tu prends tous tes produits, tout ce que tu vends, et tu regardes c'est quoi les différences, les principaux paramètres, et tu vas commencer à leur attribuer un chiffre. Donc après, tu pourras écouter le podcast où je rentre un peu plus dans les détails, et puis je pourrais t'envoyer le Canva, enfin l'outil pour générer les SKU si tu veux. Ok, merci. Avec plaisir. D'autres questions? Alors, j'ai pas de questions, mais par contre, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs que je vais pouvoir réfléchir et commencer à vraiment penser à des stratégies d'implémentation après cette conférence. Donc, merci beaucoup, Nassiba. C'était très clair et très Avec pertinent. plaisir. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Gina, tu avais d'autres questions, je pense, sur... J'arrive pas à voir la discussion. Ah, ouais. Je ne sais pas si, Mariem, est-ce que tu veux qu'on rentre un peu plus dans les économies d'échelle ou est-ce que c'est clair maintenant? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux clôturer. Et puis, donc, revenez vers nous. Merci beaucoup. J'ai listé énormément de conseils pratiques, que ce soit au niveau, il y a des conseils qui sont un peu plus marketing, des conseils vraiment au niveau de l'optimisation. Moi, je vous conseillerais toujours, comme j'ai conseillé sur la stratégie de stock, de la revoir minimum tous les 3 mois ou alors tous les 6 mois, voilà, si vous êtes en constant changement. Ça, c'est voilà, l'optimisation de stock, c'est vraiment un processus itératif, ça veut dire qu'à chaque fois, on le refait. Et puis, ranger, ça aussi, il faut ranger, il y a plein de conseils là-dessus. Voilà, donc vous verrez, c'est un petit melting pot. Ah oui, on m'avait posé aussi la question au niveau des outils de gestion de stock. J'ai fait une liste des outils de gestion de stock qui ont l'air d'être adaptés à l'échelle d'une petite entreprise. L'idéal, c'est qu'on ait un peu plus de retours de petites entreprises. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas vraiment de retour des petites entreprises. Donc, je vous ai fait aussi, ça c'est quelque chose, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer. Et puis, on m'a posé aussi la question sur la gestion, sur les ratios pour suivre les stocks. Donc là, les deux, généralement, c'est la rotation des stocks et le temps d'écoulement des stocks. Donc ça aussi, j'ai fait une petite slide là-dessus, si vous êtes intéressé. Voilà, d'autres choses avant qu'on se quitte? Merci pour vos messages, c'est très gentil. Super, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Et puis, donc, un petit mot sur le prochain Aimer Talk. Donc, le prochain Aimer Talk, ce sera en présence de Josiane Ologby, qui est maintenant devenue une YouTubeuse. Vous pourrez regarder, vraiment, elle fait des vidéos extrêmement intéressantes. Et donc, elle répondra à vos questions. Envoyez-moi, j'ai déjà reçu quelques questions, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Donc, elle, sa spécialité, c'est les produits cosmétiques. Elle a créé sa marque de produits cosmétiques, de produits africains qu'elle importe en Europe. Et donc, elle s'y connaît très bien. Elle a beaucoup d'expérience en toutes les problématiques de certification, de laboratoire d'analyse, etc. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et puis, comme ça, on va pouvoir bien préparer. Donc, comme je dis, le Aimer Talk, c'est le dernier samedi du mois. Et le but, c'est vraiment d'échanger avec les entrepreneurs. Voilà. Merci à tous et donc au mois prochain. Merci.